Ça y est, c'est parti. Toute la première partie du mois de décembre sur ma chaîne YouTube sera consacrée au débrief des saisons MotoGP et Formule 1, équipe par équipe. Donc en gros, ça va faire 15 vidéos en 17 jours. Ça va être chaud, mais on va essayer de tenir le rythme. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le débrief de Honda, du team HRC et donc de ses pilotes, autant du team Repsol que du team LCR. Et puis ensuite, demain, on passera au team Yamaha, puis ensuite, on passera à Aprilia, KTM, Ducati, et puis ensuite, 3 jours après, on passera du côté de la Formule 1. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on est parti pour le tout premier débrief de cette fin de saison avec Honda. On va tous être d'accord, la saison de Honda est catastrophique. Il n'y a rien eu de toute la saison, si ce n'est une petite victoire au Grand Prix des Amériques par Alex Rins, mais elle vient de je ne sais où, personne n'a compris comment Rins a pu gagner. Mais à part ça, ça a été très compliqué. Une fois de plus, Honda a été porté par Marc Marquez, mais même lui, cette saison, n'a pas pu faire de miracle et n'a obtenu qu'un seul podium. On en reparlera dans la partie sur Marc Marquez. Bref, pour Honda, ça a été une année extrêmement compliquée. Personne n'a réussi à piloter correctement cette Honda. Et le pilote le mieux classé au championnat des pilotes, c'est Marc Marquez justement. Il est 14e. C'est tellement loin en fait. Une saison qui a été marquée par pas mal de blessures de leurs pilotes, notamment Alex Rins qui a été blessé quasiment toute l'année, Joan Mir qui a été blessé 2 ou 3 fois dans l'année, Marc Marquez pareil. Il y a juste Takaaki Nakagami qui a réussi à rester sur ses pattes tout le long de l'année. En même temps, il n'est pas très rapide, donc bon. C'est plus facile de ne pas se blesser en ne poussant pas. Après, vous me direz, Joan Mir n'a pas poussé non plus et il s'est blessé. Je vous l'accorde. En plus, Honda a perdu Marc Marquez pour la saison 2024, donc rien ne va. Ils ont aussi perdu Alex Rins, qui était le deuxième meilleur pilote cette saison. Donc chez Honda, ça va être très très compliqué, malgré la venue de Luca Marini et de Johann Zarco. Mais ça va être très très compliqué l'année prochaine. Au global, la moyenne que j'ai donnée sur chaque débrief de cette saison pour Honda, elle est de 10,5 sur 20. Autant dire que c'est tout juste la moyenne. Et encore, je descends pas plus bas que 7 à peu près. Dans la plupart des débriefs, je dépasse pas les 7. Donc 10, c'est extrêmement bas. Ça a été sûrement la pire saison de Marc Marquez depuis qu'il est chez Honda en MotoGP. Grosso modo, depuis qu'il est en MotoGP, puisqu'il n'a connu que cette équipe depuis ses débuts en 2013. Mais clairement, on n'a pas senti une saison aussi délicate pour Marc Marquez. On compte pas 2020 parce que il y a eu la blessure et puis il n'a pas fait la saison. Tout simplement, il n'a fait qu'une course. Mais clairement, 2022, où il n'a pas gagné non plus, elle était déjà un peu plus facile que cette saison. Franchement, Marc Marquez n'y est pas arrivé. Même lui n'a pas réussi à faire monter cette Honda au moins sur quelques podiums. Marc Marquez, il est monté sur un seul podium cette saison. C'est pour vous dire, c'est très très peu. Pourtant, ça démarrait pas si mal que ça, avec une pole position totalement surprise au Grand Prix du Portugal pour la première course de la saison. On s'est dit alors, finalement Honda est pas si mal que ça. Ça s'était plutôt bien passé au Portugal avec un podium en course sprint le samedi pour la première course sprint de l'histoire. Donc là aussi, c'était franchement pas mal. Marquez avait aussi du rythme tout le long de la course. Malheureusement, il y a son erreur où il percute Miguel Oliveira, il se rate dans les freins. Compliqué, il abandonne, il se blesse en plus, donc il rate 3 courses. Et puis ensuite, tout le début de la saison, en fait, a été catastrophique. Alors que pourtant, Marc Marquez était souvent dans le top 10. Franchement, il surpilotait sur sa Honda. Il était obligé tout simplement de surpiloter, sinon, il faisait des résultats comme il les a fait en deuxième partie de saison, où il a terminé les courses plus souvent qu'en début de saison. Mais le problème, c'est qu'il ne faisait aucun résultat. En tout cas, dans la plupart des courses, il n'y avait aucun résultat parce que Marc Marquez ne s'est pas mis à 300% pour piloter la Honda. Et quand on a vu qu'il a poussé la moto à 300%, à chaque fois, c'est la chute.
Imaginez-vous quand même qu'il aura fallu attendre la 10e course de la saison en Autriche pour voir Marc Marquez finir une course principale. Il a mis 9 courses, enfin pas totalement, 4 courses pour réussir à terminer une course parce qu'il a manqué 5 Grands Prix aussi en début de saison. Ça a été vraiment compliqué. On retiendra aussi le coup de massue qu'il a reçu au Grand Prix d'Allemagne où il fait 5 chutes dans le week-end. Il ne participe même pas à la course. Clairement, c'était extrêmement compliqué. À ce moment-là, on a commencé à se poser la question, est-ce que Marc Marquez a complètement lâché le morceau ? Et les premiers temps, ça n'a pas été facile pour Marc Marquez. On ne l'a pas revu à pareil niveau par rapport au début de saison. Ça a été un peu plus compliqué. Il a moins poussé la moto. Alors, il a terminé les courses. Mais bon, c'était à peu près dans le top 10, grosso modo. Même pas les 2 premières courses où il termine. C'est même pas dans le top 10. Donc, c'est pas le vrai niveau de Marc Marquez. C'est juste parce que il n'en a plus rien à faire. Il n'a pas envie, tout simplement. Il n'avait pas envie de pousser à 300% cette moto parce qu'il savait très bien qu'il risquait de se reblesser à nouveau. On pourra noter quand même plus positivement qu'il a scoré quand même des points en course sprint à 7 reprises, notamment 3 podiums. Tout d'abord au Grand Prix du Portugal, la première course sprint de l'histoire de la MotoGP. Puis ensuite, il a enchaîné avec un podium sur la course sprint du Grand Prix d'Inde et un tout dernier podium qui était vraiment il y avait beaucoup d'émotions sur ce podium. Lors du tout dernier week-end, la semaine dernière à Valence, il avait fait 3e en course sprint. Donc franchement, le samedi, il était vraiment très performant, mais sur le long d'une course, ça n'a pas tenu. En fait, Marc Marquez, il arrivait à faire des superbes qualifications la plupart du temps. Il était dans le top 10, la majorité du temps. Mais la moto ne pouvait pas suivre et tout le long d'une course, il perdait de position tour après tour, tout simplement. La course sprint, ça l'a sauvé parce que c'est une course plus courte, donc il avait moins de temps de perdre des places, alors que la course principale, c'est 2 fois plus qu'une course sprint. Du coup, il avait 2 fois plus de risque de perdre des positions, et ça a été le cas. Marc Marquez a souffert tout le long de la saison, clairement. Maintenant, l'aventure Honda est terminée pour le moment. Peut-être que Marc Marquez reviendra chez Honda un peu plus tard dans sa carrière, on verra bien. En tout cas, pour l'année prochaine, Marc Marquez sera chez Ducati dans le team Gresini. Franchement, on a hâte de voir ce que ça donnera et ça va être l'une des attractions du début de saison. Très clairement, Marc Marquez, ça peut redevenir un candidat au titre maintenant qu'il va avoir la moto. Clairement, j'ai hâte de voir ce que va donner Marc Marquez, mais attention à Francesco Bagnaia, à Rory Martin, à des pilotes comme ça, parce que ça va faire mal. Surtout pour Francesco Bagnaia, ça va pas être des Rory Martin comme cette année. Marc Marquez, s'il a la moto, clairement il peut faire mal. Attention. La moyenne sur tous les Grands Prix de la saison de Marc Marquez, toutes les notes que j'ai données cette saison lors des débriefs, Marc Marquez arrive à une moyenne de 11,73. Ça montre quand même qu'il a été quand même pas si mauvais que ça vu la moto. Mais le problème, c'est qu'il a été très pénalisé, notamment lors des premières courses où il n'a pas terminé les courses. Du coup, j'ai dû lui retirer quelques points parce que s'il avait terminé les courses, clairement, au lieu d'être à des 12, 13 que je lui ai donné en début de saison, je crois, il aurait été clairement à des 15, 16, probablement. Et puis ensuite, quand il a commencé à finir les courses, c'était à ce moment-là où clairement Marc Marquez n'avait plus le mental, n'avait plus envie de pousser à 200%. Donc là aussi, ça se ressent un peu. Donc bon, 11,73 c'est sa moyenne, mais je pense qu'il devrait avoir beaucoup plus parce qu'il a quand même fait d'assez bons résultats quand même sur la Honda. Malheureusement, le seul souci, c'est qu'il n'a pas terminé les courses. En tout cas, la plupart des courses, il ne les a pas terminées. Et ça, c'est très dommage. Que dire de la saison de Joan Mir ? Clairement, c'est catastrophique et c'est de très très loin la pire saison de tous les pilotes de cette grille. Joan Mir a été nulle part. Il y a juste un week-end où Joan Mir a pu se battre devant, c'était au Grand Prix d'Inde, où miraculeusement on a retrouvé Joan Mir dans le top 5 de la course principale, ce qui est assez incroyable, mais le reste, c'est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un cauchemar. Dans sa saison, à Joan Mir, il n'y a rien qui va.
Déjà, il s'est blessé 3 fois dans la saison. Il a manqué le Grand Prix d'Argentine sur blessure. Il s'est reblessé au Grand Prix d'Italie un peu plus tard dans la saison. Et puis ensuite, il s'est blessé une 3e fois la semaine dernière aux essais libres à Valence lors du dernier week-end. Bref, il n'y a rien qui va. 9 abandons, 6 arrivées seulement. Il a vu le drapeau à damier 6 fois dans l'année en 15 courses. C'est pour vous dire, c'est catastrophique. Et je vais encore lui planter le couteau dans le dos, c'est que Joan Mir, il termine derrière Dani Pedrosa au championnat. Joan Mir, il est titulaire. Dani Pedrosa, il a fait 2 wildcards. Voilà, je remets dans le contexte. Voilà, je pense qu'avec tout ça, on peut bien voir que Joan Mir, sa saison est catastrophique. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire de la saison de Joan Mir. Quand il reste sur ses roues, c'est dans les dernières positions. Il est aux alentours de la 20e place. C'est pas possible pour un pilote officiel Honda. Il fait pire que Pol Espargaro. C'est pour dire, pourtant Joan Mir, c'est quand même un champion du monde, 3e en 2021. Mais depuis 2022, il vit un vrai calvaire. Puis là, de passer de la Suzuki à la Honda, clairement, ça l'a noyé totalement. Et on a un autre problème, c'est que Marc Marquez, lui, il est tombé énormément de fois. Il est même tombé plus de fois que Joan Mir. Mais sauf que lui, c'est en poussant la moto. Joan Mir, lui, il est quasiment tombé autant de fois que Marc Marquez, à quelques chutes près. Mais lui, c'est même pas en poussant la moto parce qu'il est dans les derniers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant, il chute quasiment à chaque week-end. Enfin, c'est assez incroyable. La saison de Joan Mir, elle est pas bonne du tout, du tout, du tout. Et on termine par la moyenne de toutes les notes que j'ai données à Joan Mir cette saison. Et ça va pas vous surprendre. 9,27. Il est même en dessous des 10 sur 20. C'est pour vous dire. C'est catastrophique. Je lui ai donné seulement 3 notes au-dessus de 10 dans la saison. C'est pour vous dire. C'est pas bon. Je crois même que parmi les titulaires, il n'y a aucun pilote qui est en dessous de Joan Mir. Et je crois même que les remplaçants, les wildcards, etc. sont au-dessus de lui. Pour la plupart, je crois. C'est pour vous dire. En tout cas, l'année prochaine, il y aura quelques petits changements pour Joan Mir, déjà de coéquipier, puisqu'il va passer de Marc Marquez à Luca Marini. Ça pourrait changer quelque chose quand même pour Joan Mir. Et notamment son chef mécanicien, qui sera l'ancien de Marc Marquez, Santi Hernandez. Donc on va voir si ça va changer quelque chose pour Joan Mir. En tout cas, cette saison, il était en dépression totale. Ça n'allait pas. À un moment donné, on a même parlé de Joan Mir qui pourrait arrêter sa carrière. C'est allé jusque-là. En tout cas, on espère pour lui que ça ira mieux en 2024. Par contre, si c'est la même saison que cette année, on va commencer à avoir des doutes sur l'avenir de Joan Mir. Est-ce qu'il continuera en MotoGP ou non? On pourra avoir quelques doutes à ce moment-là. Mais bon, on espère qu'il fera bien mieux en 2024 que ce qu'il nous a fait cette année. De toute façon, ce sera difficile de faire pire. Maintenant, le cas des pilotes LCR. Et on commence par Alex Rins. Alors son cas est difficile à juger parce qu'il n'a fait que 7 courses sur 20 cette saison. Il a été blessé la grande majorité de la saison après une blessure lors de la course sprint en Italie. C'était vraiment très dommage parce que Alex Rins avait fait un très très bon début de saison. Les 3 premières courses, 3 top 10 et surtout sa victoire au Grand Prix des Amériques qui est venue de nulle part. C'était une première victoire de Honda depuis 2021, une première victoire du team LCR depuis 2018 et le premier pilote Honda à remporter une course autre que Marc Marquez depuis Cal Crutchlow au Grand Prix d'Argentine, je crois de mémoire, en 2018. C'était aussi la dernière victoire de LCR, donc à ce moment-là. C'est pour vous dire la performance grandiose d'Alex Rins pour sa 3e course avec Honda, avec une moto qui ne fonctionne pas du tout, qui n'a pas fonctionné de l'année. Il a réussi à remporter une course cette saison dès son 3e départ avec cette moto. Fantastique, il avait déjà fait une 10e position au Portugal, 9e en Argentine. Enfin, bref, il a enchaîné de très beaux résultats. Bon, après les 2 Grands Prix suivants, il y a eu des chutes. Au Grand Prix d'Espagne, puis au Grand Prix de France. Puis ensuite, sa blessure au Grand Prix d'Italie, qui l'a éloigné des circuits. Et il n'est revenu bien que pour le Grand Prix d'Indonésie. Donc très compliqué. Et puis là aussi, encore une fois, il fait un top 10 quand même. Il revient après beaucoup de courses de manquer. Et il fait 9e en Indonésie. Bon, ensuite, sa blessure se réveille un petit peu. Du coup, il doit à nouveau
quitté les circuits pour 4 week-ends de course et il est revenu la semaine dernière à Valence. Malheureusement, il est tombé, mais il était quasiment au niveau de Takaki Nakagami, son coéquipier, qui lui a fait toute la saison, c'est pour vous dire. En tout cas, Alex Rins a fait une bien belle saison, même s'il a fait peu de grands prix. Et son aventure avec Honda, elle va déjà s'arrêter, puisque l'an prochain, il sera sur la Yamaha. Un autre défi l'attend. Franchement, j'aurais vraiment aimé voir Alex Rins tout le long de la saison, voir comment il allait se débrouiller, parce que le début de saison a été vraiment très très bon. J'ai presque envie de dire au niveau de Marc Marquez. Un ton en dessous quand même en termes de performance pure, mais en termes de résultats, il était au-dessus de Marc Marquez finalement. Et puis le peu de courses qu'il a faites, il a fait de très beaux résultats. Donc franchement, bravo à Alex Rins qui s'est très bien adapté à sa Honda, même si à sa blessure évidemment. Et ça, c'est bien dommage. Alors sa moyenne, elle n'est pas forcément très représentative, quoique finalement, il a une moyenne de 11,57 sur 20, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mauvais, avec pas beaucoup de grands prix disputés malheureusement cette saison. Bon, en tout cas, il a donné une belle impression. Après, sa place au championnat, on s'en fiche. Hein, il termine 19e, mais bon, voilà, il a fait même pas la moitié des courses, donc on ne peut pas juger sa position au championnat, très clairement. Qui a remarqué cette saison que Takaki Nakagami était sur la grille cette année? Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu de la saison. Pourtant, il a fait toutes les courses. Hein, il était bien là tout le temps. Chaque qualif, chaque course, il était là. Moi, je l'ai pas vu. Le début de saison a été, on va dire, correct, entre guillemets. Il y a eu des top 10 en Espagne, en France, aux Pays-Bas. Donc, la première partie de saison était, on va dire, correcte. Mais bon, franchement, pour un gars qui a commencé en MotoGP en 2018, faire 3 top 10, mais pas avec le panache, honnêtement. C'est assez faible hein, quand même. Et puis, il a même régressé tout le long de l'année. La fin de saison, on l'a plus du tout vu, à tel point que je crois que c'était au Qatar ou en Malaisie, je sais plus. Il était au niveau du pilote remplaçant Iker Lecuona. C'est pour vous dire, Lecuona était même devant lui en qualif et en course sprint, je crois de mémoire, et puis pas très loin en course principale. Bref, il avait le niveau d'un remplaçant Honda. Ça va assez loin quand même. Il se fait largement battre par Alex Rins au Grand Prix d'Indonésie, qui n'a pas roulé depuis je sais pas combien de temps. Il se fait battre largement par son coéquipier. Même à Valence, Alex Rins était un peu derrière, mais pas si loin que ça. Pour sa 7e course, alors que Nakagami a fait toutes les courses. Ouais, franchement, sa saison, elle est très très mauvaise à Nakagami. Il continue en MotoGP par sa nationalité. Heureusement qu'il est japonais, sinon il ne serait pas resté dans le team LCR. Il a tremblé un petit peu, notamment l'année dernière avec Ai Ogura, qui était vice-champion l'année dernière. Sa chance, c'est que l'autre pilote japonais du Moto2 s'est blessé en début d'année. Il a mis un peu de temps à se remettre. Donc sa position n'était pas terrible et il n'a pas fait une saison exceptionnelle. Du coup, Nakagami sauve sa place pour l'année prochaine. Dans le cas où Ogura a fait de belles performances l'an prochain en Moto2, j'espère que Ogura remplacera Nakagami parce que clairement Takaki il n'a plus rien à faire ici. Il n'a jamais montré quoi que ce soit. Sa meilleure saison, ça reste 2020 avec une pole position, mais pas de podium encore. Clairement, il est loin du niveau des autres pilotes. Nakagami est une place devant Alex Rins et encore, il l'a battu. La semaine dernière au Grand Prix de Valence, il est passé devant Alex Rins seulement au championnat. Je vous rappelle que Alex Rins a fait 7 courses, Nakagami 20. Voilà. Sa moyenne sur tout le long de la saison, elle est de 9,45. Lui aussi ne passe pas le cap des 10. Et je crois qu'ils sont que 2 à ne pas être au-dessus des 10. Mir et Nakagami, alors que Nakagami, il a fait quand même une un peu meilleure saison que Mir, mais il est juste au-dessus finalement du pilote espagnol. Juste parce qu'en fait, on n'a aucune attente de Nakagami. On sait qu'il va être derrière. Et c'est ce qu'il a montré tout le long de l'année. Il a même régressé au cours de l'année. Donc, vivement que Nakagami sorte un petit peu parce que c'est un pilote qui, je trouve, ne mérite tout simplement pas sa place en MotoGP. En tout cas, plus maintenant. Bon, après un tout petit mot sur les pilotes remplaçants, Stefan Bradl, qui est un petit peu le pilote remplaçant / titulaire depuis 2020.
Il est remplaçant, mais il a tellement fait de Grand Prix depuis, tellement les pilotes Honda se blessent. Bon, après, cette année, il a été aussi aidé par Iker Lecuona. Donc, il a fait un peu moins de Grand Prix que ce qu'il aurait dû faire potentiellement. Bon, après, le niveau de Bradle, c'est un petit peu le même que les autres années. C'est pas exceptionnel. Et puis, Iker Lecuona, bon, il m'a un petit peu positivement surpris, notamment, je crois, aux Pays-Bas, où il a fait une très belle course, où il allait potentiellement faire un top 10 avec sa Honda Repsol, et il remplaçait, je crois, de mémoire, Joan Mir. Il a fait une très très belle course, il avait un plutôt bon rythme, même s'il y a eu pas mal de chutes aussi, mais globalement il avait fait une belle course. Malheureusement sa moto l'a lâché. Ça c'est vraiment bête. Après, il y a eu sur la fin de saison, quand il a remplacé Rins chez LCR, il avait à peu près le niveau de Nakagami. Ça c'est bien aussi, même si Nakagami c'est pas le meilleur des pilotes. Bon, pour Iker Lecuona, il a fait son remplacement, disons qu'il a fait le job quoi. Juste à titre d'indication, mais ça ne vaut absolument rien, la moyenne de Stefan Bradl est de 10,33 et celle d'Iker Lecuona à 10,14. Bon, ça c'est assez bizarre, puisque finalement c'est Lecuona qui m'a donné plus d'impressions positives que Bradl. Mais bon, la moyenne, clairement, elle ne veut rien dire pour les pilotes remplaçants. Voilà, c'est la fin de ce premier bilan de la saison pour Honda. On se retrouve demain pour le bilan de Yamaha. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se retrouve demain pour le bilan de Yamaha avec Quartaro, Morbidelli. On va parler un petit peu de Crutchlow aussi. Bref, à demain.